Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce jeudi, la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente de son nouveau gouvernement. Ce mercredi, les plateformes cash du président Félix Tshisekedi et le FCC de l'ancien président Joseph Kabila ont opté pour une coalition. Au programme également, appel à la réduction des taxes dans le secteur touristique en Tanzanie, des taxes qui peuvent aller jusqu'à 10 000 $ par an pour les voyagistes. Et puis le patrimoine libyen menacé par l'insécurité. Au musée du Château Rouge, des antiquités vieilles de plusieurs siècles sont recouvertes de poussière. Aucun visiteur à l'horizon depuis 2014. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Soum El Yamin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Paris 3. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec à vos côtés, Monsieur Jean-Claude Félix Tchikaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IPSE. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et face à vous, Monsieur Simon Tedga, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes consultant en politique et stratégique de défense. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Un gouvernement de coalition se profile-t-il en République démocratique du Congo? Eh bien, les plateformes de l'ancien et du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, ont affirmé leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Rappelons que le Front commun pour le Congo détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors que la plateforme politique du président Tshisekedi ne compte qu'une cinquantaine d'élus nationaux sur un total de 485 députés. Monsieur Tchikaya, 6 semaines après l'investiture du président Tshisekedi, la formation de son premier gouvernement, on l'a dit, se fait toujours attendre. Selon la constitution congolaise, le chef du gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. Mais qui détient aujourd'hui cette majorité en RDC ? La majorité élue. Le scénario qui a été, entre guillemets, vendu, proposé à la nation RDC et au monde, c'est que le lecteur congolais, excusez-moi de cette expression, a une vision politique schizophrène, c'est-à-dire qu'au même moment, il vote, il donne la majorité aux deux premiers de l'opposition, et puis sur les provinciales et les législatives, pris d'une schizophrénie politique, il redonnerait une majorité aux législatives et aux provinciales à un pouvoir qui, quelques secondes avant, rejette par le geste démocratique d'un vote. Cela nous dit et nous raconte que au-delà par rapport aux résultats qui ont été rejetés par la Senko, qui a rappelé il y a 3 jours son rejet des résultats par rapport à des résultats qui ont été compilés aussi de leur part par plus de 40 000 observateurs. Ils prennent acte, ils ne sont pas dédits. On a dit bon, nous on ne sait qui pour nous, et le vainqueur d'ailleurs, Fayoulou, qui a dit aujourd'hui qu'il ne siégerait pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale, même si rien ne le contraignait par rapport au non-cumul des mandats RDC de sortir de l'Assemblée nationale. Mais on voit bien qu'il veut rester à l'extérieur pour continuer sa lutte, pour dire que la véracité des résultats n'est pas celui qui a été proposé. Là, ce qu'on peut dire, on parle de coalition, c'est plutôt une confirmation d'accord avant le vote, pendant le vote, post-vote, sauf que la loi, la constitution de la RDC dit bien qu'à partir du moment où vous avez la majorité aux législatives et aux provinciales, que les pouvoirs régaliens
la primature, donc le poste de Premier ministre, les postes les plus conséquents, ceux qui vraiment régissent la vie politique du Congo, reviennent à ceux qui ont la majorité aux législatives et aux provinciales. Cette question de la majorité parlementaire qui fait débat aujourd'hui, parce que pour certains, seule l'Assemblée nationale aujourd'hui est habilitée à identifier une majorité lors d'une séance plénière, au cours de laquelle les députés affirmeraient s'ils sont de l'opposition ou de la majorité. Qu'en pensez-vous, monsieur Yamine? Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est, si on veut faire un peu de la science politique traditionnelle, c'est qu'on est toujours dans le processus. C'est-à-dire qu'on a du mal encore à établir quelles vont être les voies, parce qu'on peut imaginer qu'il y a tout un tas de choses, ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Chikaye, qui se trament en coulisses. Maintenant, la question, c'est que la question essentielle, c'est de se dire sur quoi tout ça va déboucher. Est-ce qu'au final, on va arriver vers un processus de... On le sait, la République, la RDC a été traversée, jalonnée dans son histoire de conflits, de tensions. Et ce dont on a besoin, précisément, c'est que ça se passe bien, qu'il y ait une issue positive de ce processus. Maintenant, il semblerait que la ligne qui se dessine, c'est qu'il y ait une installation, une transition qui se passerait plutôt en bonne et due forme, même si on n'a pas toutes les clés de ce qui se trame un petit peu en coulisses dans tous ces enjeux de négociation. Alors, l'article 78 de la Constitution congolaise prévoit qu'en cas de difficulté justement du président pour désigner le Premier ministre, que la tâche se soit confiée à un formateur. C'est donc la procédure qui vient d'être recommandée par les deux coalitions, le FCC et CASH. Mais comment doit-il être désigné ce formateur, M. Tedga? On se pose la question se pose. Je crois que généralement, pour nous qui sommes habitués à la démocratie à l'occidentale, on sait que quand un président est élu, il doit absolument, tout se passe le mieux possible pour qu'il ait une majorité législative. Moi, j'ai vu qu'en France, ça a toujours été le cas. Ça, c'est une démocratie qui marche. À partir du moment où on fait une élection démocratique où il y a un président qui est élu, qui n'est pas accompagné par une majorité à l'Assemblée ou au Parlement, il y a déjà un souci. Il y a eu les cohabitations en France. Il y a eu des périodes de cohabitation aussi. Oui, mais les périodes de cohabitation venaient toujours après. Oui, tout à fait. Toujours après. Dans les bonnes démocraties, généralement, quand tu es élu président, c'est le même corps électoral qui te donne des députés pour que tu puisses avoir ton ministre, ton Premier ministre. Et généralement, c'est le président qui choisit un ministre, lequel ministre s'occupe de discuter avec le président pour désigner les autres ministres. Alors, le cas du Congo, il faut le dire, est assez particulier. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en face d'un président élu, dans des conditions, on ne reviendra pas là-dessus, assez contestables, puisqu'il est contesté par la mission catholique, par pas mal d'observateurs. Mais ce président a l'impression qu'il est attaché à celui qui était là avant lui. Donc vraiment là, nous sommes dans l'impasse, à mon avis. Moi, je ne suis pas du tout optimiste. Mais comme il s'agit pour moi d'un marchandage politique, ils trouveront certainement une solution. Mais ce sera vraiment du marchandage. C'est-à-dire que je te donne ceci, tu me donnes cela, et puis on y va, etc. Monsieur Chikaye. Sauf que, quid du projet social, politique, à l'intention à l'égard des Congolais? Ça fait 2 mois que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir. On sent bien qu'il y a des tractations sur tractations, que lui ne veut pas être une opérette d'un pouvoir, qu'il y a quand même la dignité de sa personne, mais aussi du rôle qui lui est conféré, c'est aussi le fils d'eux. Donc, ne serait-ce que sur le plan narcissique, personnel, et sur le plan narcissique de la RDC, il ne va pas se laisser faire comme cela. Et c'est ce qui, selon vous, explique ce retard accusé dans la négociation. Oui, qu'on se plonge dans la sociologie. Il y a un vrai bras de fer en ce moment entre les... Qu'on se plonge dans la sociologie politique de la RDC. Il y a des pouvoirs forts, les gouverneurs sont forts, les sociologies de chaque région sont forts. Un pays grand, 4 fois comme la France, c'est pour cela aussi que ça met 2 mois, parce que on peut dire que chacun est assez habile dans ces négociations, sauf que l'habilité sera de sortir par le haut
et pacifiquement, même sur le plan des négociations, mais avec un projet qui répond aux enjeux sociaux, à la question sociale, à la question économique. Un pays aussi riche, un des pays les plus riches du monde qui se trouve dans cette situation, le verdict va être assez rapide. Là, pour l'instant, il y a une patience remarquable de la part des Congolais. On attend le gouvernement. Chaque ministre et leur pédigré vont être analysés, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, comment se jauge et se redistribue géopolitiquement intérieur les pouvoirs. Donc la vision du peuple congolais est affinée et attend avec une impatience assez remarquable l'annonce du gouvernement. Monsieur Tetka. Oui, alors je dis que dans tous les cas, ils trouveront une porte de sortie. On connaîtra la qualité de la sortie, mais c'est certainement qu'ils vont trouver quelque chose. Parce qu'au bout de 2 mois, s'ils ne sont pas encore mis d'accord, à mon avis, c'est parce que tout le monde ne trouve pas encore ses intérêts. Mais on va parler un peu du projet. Moi, je suis très, très surpris par cette élection. On ne parle pas de projet dans cette élection. On ne sait pas où on amène au peuple congolais. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun sur le plan social, économique, entre Tshisekedi Alors justement, le président Tshisekedi, le 2 mars, et Kabila, a annoncé ce serait bien qu'il nous dise un programme politique. Il a annoncé un programme d'urgence pour ces 100 premiers jours. C'est un programme qui est estimé à 300 millions de dollars et qui est axé notamment sur la sécurité et la justice. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais déjà, je voudrais qu'on revienne sur les perspectives de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, la primature devrait revenir à la majorité parlementaire et donc au FCC qui revendique cette majorité. Mais qu'en sera-t-il des autres ministères régaliens, Monsieur Assoum? Alors, je voulais rebondir, et ça fait le lien avec votre question, c'est que la question du projet, et je pense que c'est lié en partie aux attentes des électeurs sur le continent, c'est-à-dire qu'on a un rapport dans beaucoup de pays qui est personnel au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec la pseudo-mise en libération de Gbagbo dans les rues, on l'acclame, on pense que c'est Gbagbo qui va sauver la Côte d'Ivoire. Et ça pose une question essentielle sur le rôle de Kabila, avec un rapport extrêmement personnel, parfois qui peut être lié à ses origines, parce qu'on est issu de tel et tel clan, de telle et telle région, et qui pose la question de la modernité en politique. Quel est, une fois de plus, le projet? Et pendant qu'on discute effectivement de ces querelles de pouvoir, eh bien, se pose toujours cette question de l'homme providentiel. Pourquoi on attend toujours, avant même la question du projet, avant même de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire du Congo? Effectivement, c'est un pays de plus de 80 millions d'habitants. C'est l'un des 2e poumons de l'humanité, après l'Amazonie, le bassin du Congo. Donc c'est un patrimoine mondial, ce pays. 80 millions d'habitants, 89 millions d'habitants. Pardon? 89 millions d'habitants. Voilà. C'est-à-dire qu'on a... Donc on est... c'est l'Allemagne en termes de population, c'est plus que l'Allemagne. Donc les enjeux sont colossaux. Et on a toujours ce même rapport sur savoir finalement, ce que disait Jean-Claude Tchika, quel ministre... Et donc on se pose la question, ce que vous disiez tout à l'heure, sur... En fait, quelle est la transition? Est-ce qu'on est dans une phase de démocratie institutionnelle avec un projet des institutions? Et la réponse, c'est clairement pas encore. On est peut-être dans cette étape-là, mais non, on attend toujours comme si cet homme providentiel, alors ça a été Kabila, ça a été Gbagbo, ça a été... Enfin, vous avez tout un tas d'exemples sur le continent. Et c'est pas la question finalement de quel projet, comment on va soigner les gens, comment on va éduquer une population jeune, comment... Voilà finalement les vrais... C'est la faute des hommes politiques aussi qui ne disent pas qu'ils ne sont pas des hommes providentiels. Oui, mais aussi ils laissent croire vraiment oui, mais nous aussi dans les analyses, ils sont à la place de Dieu. On donne aussi les analystes, etc. On fait aussi beaucoup de commentaires finalement de ces hommes providentiels, de cette manière de faire aussi de la politique. Oui. Sauf que ce quitus, il n'est pas seulement donné par ce qu'on peut observer dans la société civile de RDC et dans d'autres pays africains, mais aussi au-delà du continent africain. L'homme providentiel ou la femme providentielle est attendu au regard des enjeux. C'est-à-dire, quelle est la personnalité idoine, avec une équipe idoine, qui va transcender tous les clivages, qui soient géographiques, devant tout ce que je disais tout à l'heure sur le plan économique, sur le plan social. Qu'est-ce qui va pouvoir transcender toutes ces complexités
pour pouvoir faire avancer le quotidien de chaque Congolais. Il ne peut plus, ça n'a jamais pu, mais cette cohabitation entre dire on a une très bonne croissance, nous sommes un des pays les plus riches, et quand vous arrivez à Kinshasa ou ailleurs, vous dites où est passée cette richesse, où passe cette richesse, regardons le quotidien de la majorité, c'est une cohabitation insupportable. Donc il voit bien qu'il y a des tractations, sauf que la course à être un homme ou une femme politique, c'est pratiquement la recherche d'un emploi. Parce qu'il y a aussi cela. Et la recherche de l'homme providentiel, ça n'a pas seulement changé dans la classe politique, mais aussi dans la classe économique, dans la société civile. Et le fait qu'on ne change pas la RDC ou d'autres pays seulement avec la politique, il y a aussi le champ économique, oui. il y a tout autre domaine qui, aujourd'hui, doit avoir une vision beaucoup plus moderne et pragmatique sur le pouvoir qui peut être donné, conféré ou confisqué par une classe politique qui va mettre en difficulté une classe économique et une société civile. Alors, Monsieur Tedga, quand on opte pour une coalition, comme vient de le faire le FCC et Cash, est-ce qu'on peut véritablement incarner l'alternance? Enfin, il l'a dit, plus ou moins, nous sommes dans une phase de transition. On ne peut pas parler véritablement d'alternance. Je pense qu'il y a une continuité, peut-être avec quelques modifications pour la personne qui arrive, qui veut faire les choses autrement, mais nous sommes totalement dans le même système. C'est un système clientéliste, en fait. Irez-vous jusqu'à dire justement que l'avant et l'après Non, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence, puisqu'ils se tiennent l'un à l'autre. Il n'y a vraiment pas de liberté de la part de Tshisekedi par rapport à Kabila. Or, quand on arrive au pouvoir, on doit être libre de ceux qui étaient là avant. Pourtant, justement, le président il a affirmé, il n'y a pas d'alternance à partir du moment où tu n'es pas... Il n'avait pas l'intention d'être un président qui règne. Oui, mais ça, ce sont les mots. Donc c'est une simple déclaration. Ce sont les mots. Il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Il s'installe. C'est pas lui qui forme le gouvernement. C'est pas lui qui nomme le Premier ministre. C'est pas vous imaginez. Il a encore c'est les questions qu'il fallait se poser avec la même habileté avant les élections, quand il y a eu des accords qui nous expliquent le score. Alors, je ne sais même pas s'il peut appliquer un programme personnel sans le montrer à Kabila. Vous êtes de cet avis? Vous pensez que la marge de manœuvre... Mais puisque l'Assemblée participe à la gestion politique du pays, le programme est présenté à l'Assemblée. Mais les résistances du camp Kabila sont complètement prévisibles. Il a 47 ans. Beaucoup tiennent leur place de députés ou autres grâce à un système qui était en place. Il sent le vent du changement, il sent le vent et le désir de la population majoritairement qui veut aller vers la transition, vers la mutation. Donc là, on est opposé à des résistances de celles et ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Oui, c'est sûr. Donc, c'est aussi, entre guillemets, un bon signe. C'est-à-dire, c'est aussi à l'aune des résistances qu'on voit le désir de changement de la part de la population, mais aussi la prise de conscience de ceux qui sont là, qui disent « Oh là là, peut-être », alors ça serait une fiction positive et vertueuse, peut-être que, moi je pense que l'alternance, la transition et la mutation, il faudra poser la question aussi à chaque Congolais qui vont dire « C'est à peu près la même équipe, mais le système a changé, regardez ». Chiffres à l'appui, regardez le quotidien de chacun. Voilà, il y aura aussi ce verdict populaire qui n'a pas pu se transformer dans les urnes, mais là, la société civile va reprendre le pouvoir. Non, franchement, c'est une situation très bancale parce que, regardez, au niveau de l'armée, qui tient l'armée? Qui contrôle l'armée? Parce que c'est ça, c'est très important quand on est président de la République. On est le chef des armées. Qui est le chef des armées? Officiellement, c'est le président. Officiellement, oui, sans conteste. Mais est-ce que l'état-major, est-ce que les hommes de Kabila lui ont fait allégeance à Tshisekedi? Ça, je n'en suis pas sûr. Oui, mais sauf que même une allégeance par réflexe, parce qu'ils sont passés, ils ont eu quelques présidents par réflexe, bon, on continue à écouter. Oui, c'est l'armée républicaine. On continue par réflexe et accord, on continue. Sauf qu'à l'intérieur de l'armée, il y a quand même des légalistes. Vous parlez tout à l'heure des résistances. Eux aussi vont résister, vont se dire, le président, c'est monsieur quand même Félix Tshisekedi, tout en anticipant, si on continue à écouter
l'ancien président, déjà, on se fourvoie et on bafoue notre rôle. Donc, le militaire, et notamment les gradés, mais du soldat jusqu'au gradé, c'est qu'une crise venant d'une armée qui ne serait pas fidèle à un président, c'est plus qu'accidentel. Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce qui s'est produit après les indépendances, revenir un petit peu sur l'histoire. Sur le continent, on a eu les grands slogans, les grandes idéologies, celles qu'on voit parfois dans les murs, tout ce qui est gravé un petit peu dans l'histoire post-coloniale. Et on a l'impression qu'il y a un décalage entre justement toutes ces grandes idées et ce qui s'est produit sur le terrain. Ce qu'on a réussi à faire, c'est créer le sentiment d'appartenance, créer des nations, le sentiment d'être congolais, d'être camerounais, d'être sénégalais. En revanche, on n'a pas créé de citoyens. Les étapes de la citoyenneté, c'est alors des élections, d'accord. Ensuite, c'est une presse libre, indépendante, et aussi une société civile. Et ensuite, la dernière grande étape de la citoyenneté, c'est la citoyenneté sociale, les politiques sociales. En France, ça a été la sécurité sociale en 1945, ce qui n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que la plupart des régimes, ils ont construit des formes de clientélisme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés-là. Et si on ajoute à cela un autre facteur, qui est celui de la présence militaire. On le voit, en Europe de l'Ouest, il y a une démilitarisation progressive de la société. Sur le continent, on voit plein d'endroits où il y a une présence militaire dans les rues, où l'armée continue de jouer un rôle extrêmement important. Donc on n'a pas réussi, finalement, on est toujours dans cette phase où il va falloir, cette phase, la démocratie c'est un horizon, ça se construit. Voilà. Et dernier point, c'est aussi l'apparition depuis les années 90 des oligarques, des grandes fortunes qui eux aussi ont un rôle à jouer, et ont un rôle à jouer, y compris politique, parce qu'ils ont besoin de vitrines et de relais politiques pour leur business. Alors, très rapidement, un dernier mot sur la RDC, compte tenu encore une fois de cet accord entre Cash et le FCC. On imagine que la nomination du nouveau Premier ministre interviendra dans les prochains jours. Monsieur Tikaya, est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent d'ores et déjà ? Alors, je ne pourrais pas révéler quelques noms, mais il y a des profils qui se dégagent et ils risquent de prendre à contre-courant ce qu'on pourrait penser qu'il va nommer des gens qui sont complètement affiliés et qui adoubent l'ancien pouvoir. Il va aller pour cela, on peut dire, piocher dans la société civile et notamment dans la classe économique. Et cela va peut-être réfréner une société civile qui serait prête à monter à la gorge de tout accord spectaculairement trop Kabila ou trop pro-Kabila. Et le fait qu'il y ait un mélange comme cela, ça va peut-être maintenir un espoir. Et sur la citoyenneté, les Congolais sont quand même allés voter. En masse. Citoyenneté électorale. En masse. C'est vrai. Et la première étape, c'est la et de Lumumba aujourd'hui, qui lui, Lumumba n'était ni communiste ni capitaliste, n'était affilié à aucune idéologie. Après, ça a été jonché de violence. Mais là, la société civile est en train de se repolitiser, mais avec des prismes et des paradigmes nouveaux. Et peut-être que ce qu'il est en train de faire, Félix Tshisekedi va pouvoir l'affirmer et le proposer et que ça soit en tout cas accepté dans sa plateforme, c'est la venue peut-être de personnalités qui vont troubler le jeu, j'espère positivement pour les citoyens et citoyennes de RDC. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.